Fédération québécoise d'athlétisme. C'est moi qui est le répondant pour tout ce qui est l'identification pour l'année 2023. Donc, c'est ce qui explique que j'anime la rencontre d'aujourd'hui. Puis aussi, je vais être votre point de contact si vous avez des questions tout au long de la saison ou des prochains mois en lien avec l'identification. Donc, gênez-vous pas pour vous référer à moi au besoin. Puis, je pense que c'est important de mentionner en début de rencontre que vous avez probablement vu qu'il y a quelques semaines, les règles d'identification ainsi que les normes d'identification ont été publiées sur le site web de la Fédération. L'ensemble des administrateurs, entraîneurs, puis les athlètes présentement identifiés ont reçu les liens et les informations. Puis, c'est vraiment ce texte qui est disponible sur le site web de la Fédération qui, en cas d'ambiguïté ou questionnement, c'est ce à quoi vous vous référez. Donc, si jamais vous interprétez une réponse ou ce que je dirais ce soir d'une façon différente que le texte, c'est vraiment le texte qui est publié sur le site web qui est vraiment la ressource, ce sur quoi on se base. Puis, on va s'en tenir à ça le plus possible, s'assurer de bien vous partager, que ce soit bien compris, connu des règles d'identification pour que tout le monde puisse comprendre et connaître les règles du jeu. Donc, pendant la rencontre, je vous demande de rester sur mute, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Puis, à la fin, on aura aussi une période où vous pourrez prendre la parole si vous avez des questions d'intérêt général que vous voulez adresser de vive voix. Il y aura un temps prévu pour ça. Si jamais vous avez des questions plus individuelles, ce sera possible de rester à la fin ou me contacter dans les prochaines heures, prochains jours. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va commencer par une mise en contexte. Donc, qu'est-ce qu'est l'identification? Certains parmi vous sont familiers avec ça, d'autres moins. Donc, il y a 126 athlètes en athlétisme au Québec qui détiennent chaque année un statut élite ou relève. Donc, il y a 27 places en élite, autant chez les femmes que chez les hommes, et 36 places en relève, autant chez les femmes que chez les hommes. Le ministère de l'Éducation, via sa branche qui supervise l'ensemble des fédérations sportives au Québec, fixe les règles générales, puis attribue le nombre de places élites ou relèves que chaque fédération dispose selon plusieurs critères, dont le nombre de membres, dont la présence du sport aux Jeux olympiques, et ainsi de suite. Puis le fait qu'il y ait plusieurs disciplines à l'athlétisme qui mènent aux Jeux olympiques, aux Jeux du Canada, puis à d'autres critères considérés par le ministère, c'est ce qui fait qu'on a plusieurs cartes, plusieurs brevets d'identification, autant au niveau élite que relève. Ceux qui sont familiers avec l'identification sont aussi au courant qu'il y a des athlètes qui détiennent un statut qu'on appelle excellence. Donc ça, c'est des athlètes qui sont sélectionnés par Athlétisme Canada avec un brevet national, donc un carding. Donc ça, c'est quand on a des athlètes québécois qui obtiennent un statut excellence, ça vient s'ajouter aux 126 places qu'on a en élite et relève. Donc ça, c'est fixe le 126. Puis il y a des athlètes qui obtiennent un statut excellence, bien, ça vient s'ajouter en plus. Donc, de par les règles générales qui sont fixées par le ministère, les employés de la Fédération québécoise d'athlétisme, dont je fais partie, en collaboration avec la commission technique provinciale, qui est un regroupement d'entraîneurs qui siègent sur ce comité-là qui traite tout ce qui est haut niveau à la Fédération québécoise, puis le secteur technique. Donc, on fixe les règles spécifiques à l'athlétisme qui nous amènent à sélectionner les 126 athlètes élites et relèves. Parmi les avantages principaux d'obtenir une identification élite et relève, il y a bien sûr l'obtention d'un crédit d'impôt qui est associé de 4 000 $ par année pour les athlètes identifiés élite et de 2 000 $ par année pour les athlètes identifiés relève. Vous avez aussi le support de tout ce qu'on appelle les CREM, donc les centres régionaux d'entraînement multisport, qui ont des budgets pour soutenir les athlètes qui détiennent une identification. Donc, dans votre région respective, il y a un CREM qui s'occupe de donner des services, entre autres médico-sportifs, sciences du sport, aux athlètes identifiés. Donc, c'est un avantage d'obtenir l'identification par la Fédération pour avoir les services du CREM. Et aussi l'admissibilité au projet d'équipe du Québec. Vous avez probablement vu passer, comme la saison estivale approche, il y a certains projets qui ont été acheminés aux entraîneurs, aux athlètes, notamment au mois d'avril, on a des projets en Pennsylvanie, de compétition en Californie, d'entraînement en Floride. Il y aura d'autres projets qui vous seront partagés par la suite. Ces projets-là sont destinés aux athlètes qui obtiennent l'identification. Il y a d'autres avantages, mais vraiment les principaux, crédit d'impôt, support des centres d'entraînement régionaux et l'admissibilité aux équipes du Québec.
Donc, on va regarder ensemble les critères qui vous amènent à être admissible à aspirer à une identification. Premièrement, c'est simple, il faut être membre de la Fédération québécoise d'athlétisme comme athlète compétitif, donc s'assurer d'être affilié en bonne et due forme. Pour le niveau élite, c'est nécessaire d'avoir une citoyenneté canadienne, alors que pour le niveau relève, une citoyenneté canadienne ou un statut d'immigrant reçu fonctionne. C'est également nécessaire d'être domicilié au Québec depuis au moins 6 mois, donc avoir une adresse de résidence permanente au Québec depuis au moins 6 mois. Il y a des exigences de compétition nationale. Donc, encore là, ça vient de par les grandes lignes générales qui sont fournies par le ministère à chaque fédération sportive, puis l'application qu'on en fait à la FQA, où les athlètes identifiés doivent compétitionner au plus haut niveau national dans leur sport s'ils aspirent à une identification élite et au niveau tout juste en dessous s'ils aspirent au niveau relève. Donc, c'est ce qui fait qu'on demande aux athlètes qui aspirent à une identification de participer à des rencontres de niveau national. On va détailler dans quelques minutes en quoi ça consiste. Évidemment, à la fin de la saison en plein air, donc au mois d'août, on vous demande de soumettre une demande, mais ça, on fait les suivis avec les athlètes, puis on vous fournit les formulaires, puis vous avez par la suite acheminé les informations à moi ou un de mes collègues à la fédération. Pour ce qui est du niveau d'âge des athlètes qui sont admissibles, c'est les athlètes seniors, juniors ou juvéniles. Donc, les athlètes plus jeunes que juvéniles, par exemple cadets, ne sont pas admissibles à une identification. Donc, compétition nationale, si vous aspirez à une identification élite, c'est nécessaire de participer aux championnats nationaux qui auront lieu à Langley cet été en 2023 à la fin du mois de juillet. Selon votre spécialité, sachant que le 10 000 mètres est tenu à part au mois de juin lors d'un autre championnat qui est également à Langley cette année. Si vous participez au championnat de 10 000 mètres, ça répond également à l'exigence de participation nationale. Pour ce qui est des athlètes relève, vous avez quelques options qui s'offrent à vous. De la même façon que les athlètes élites, vous pouvez répondre à l'exigence en participant aux championnats nationaux qui ont lieu à Langley ou au championnat de 10 000 mètres le mois précédent. Ou encore, vous avez le droit à participer à 2 événements du circuit national d'Athlétisme Canada. Donc, c'est une autre façon de démontrer votre engagement sur la scène nationale qui est acceptée au niveau relève. C'est une nouveauté qu'on a amenée l'an dernier, donc en 2022, et qu'on revient en 2023 avec. Donc, ça donne plus de flexibilité aux athlètes. La façon traditionnelle, la plus simple de répondre à l'exigence de compétition nationale, c'est toujours de participer aux championnats nationaux qui sont à Langley encore cet été. Mais il y a une autre option en fonction de votre cheminement, votre spécialité, qu'est-ce qui est pertinent pour votre calendrier que vous déterminerez avec votre entraîneur, vos athlètes. C'est possible de participer à 2 événements du circuit national. Pour ce qui est des athlètes spécialistes de demi-marathon et marathon, donc qui sont identifiés dans l'une ou l'autre de ces épreuves, sachant que le marathon et le demi-marathon ne sont pas tenus lors du championnat national traditionnel à Langley. Vous avez différentes options, soit participer aux championnats nationaux à Langley, au championnat de 10 000 mètres ou encore à un des championnats de route de demi-marathon ou de marathon. Donc voilà pour ce qui est des exigences de compétition nationale. On va parler un petit peu du circuit national parce que j'ai mentionné que pour les athlètes relève, vous pouvez répondre à l'exigence de compétition nationale en participant à au moins 2 de ces rencontres. C'est un circuit qui existe depuis l'an dernier de la part d'Athlétisme Canada avec l'objectif d'offrir des rencontres en sol canadien de haut niveau pour permettre aux athlètes canadiens de se dépasser et d'avoir des opportunités intéressantes à domicile. Donc, il y a 10 événements à travers le Canada qui ont lieu du 28 mai au 16 juillet. Sur le site web d'Athlétisme Canada, vous pouvez assez facilement trouver l'information en lien avec ces épreuves-là. Donc, ça commence à London à la fin mai. Il y a un événement à Moncton le 10 juin, à Calgary le 18 juin, à Guelph le 21 juin, à Langley dans le cadre du Pacific Distance Carnival le 23 juin. C'est aussi là qu'aura lieu le championnat national de 10 000 mètres. À Windsor le 24 juin, l'événement à Montréal qui est la classique d'athlétisme de Montréal le 29 juin, à Edmonton au début du mois de juillet, un autre événement à Langley dans le cadre du Harry Jerome cette année, 14 juillet, ainsi qu'à Victoria le 16 juillet. Donc, vous avez 10 événements à travers le pays, ou si vous participez à 2 de ces événements-là, vous répondez à l'exigence de participation au circuit national, uniquement pour ce qui est des athlètes relève que cette façon de répondre à l'exigence est possible. Donc, on comprend bien que pour les athlètes élites, il est nécessaire absolument de participer aux championnats nationaux à Langley ou ceux de 10 000 mètres, voire ceux de demi-marathon et marathon pour ceux que ça concerne. Période de réalisation des normes. Donc,
Du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, et c'est uniquement les performances en plein air qui sont considérées, donc il n'y a pas de résultats en athlétisme en salle à l'intérieur qui peuvent être considérés pour mener à une identification. Les performances des athlètes, ils vont être directement tirées des classements en ligne du World Athletics ainsi que d'Athletics Canada pour la saison en plein air. Donc, ça m'amène à vous sensibiliser, de vous assurer que les performances que vous réalisez figurent bien au classement d'Athlétisme Canada, que votre résultat y soit bien pour être certain qu'il soit considéré. Normalement, pour tout ce qui est fait dans une compétition sanctionnée en sol canadien, ça va automatiquement dans les classements. Lorsque vous avez un résultat qui a été fait à l'extérieur du Canada, parfois lors de compétitions majeures, c'est automatiquement placé dans les classements d'Athlétisme Canada. Mais sinon, c'est votre responsabilité ou celle de votre club, votre entraîneur ou vous comme athlète d'acheminer votre résultat aux statisticiens d'Athlétisme Canada. Si vous avez besoin de conseils ou d'être guidé à ce niveau-là, ça va me faire plaisir de vous aider. Mais tout ça pour vous sensibiliser. Si vous faites une performance à l'extérieur du pays, double vérifier que votre résultat est bien dans les classements d'Athlétisme Canada et acheminer la performance à Athlétisme Canada pour être sûr que vous soyez bel et bien considéré. Donc, la mise à jour principale est faite le 1er septembre, qui est considéré comme à la fin de la saison en plein air. C'est à ce moment-là que les athlètes, les 126 athlètes identifiés élite relève, les informations sont partagées à nos collègues du ministère, la base de données est mise à jour et vous commencez à accumuler des mois de crédit d'impôt notamment. Donc, c'est à partir du 1er septembre que pour les 12 mois suivants, durant cette période-là, vous serez admissible si vous êtes élite à un crédit d'impôt de 4 000 ou 2 000 si vous êtes relève. Par contre, il y a une subtilité, c'est-à-dire qu'au 1er novembre, Athlétisme Canada publie les athlètes qui ont un brevet, donc un statut excellence. Puis suite à cette annonce-là, ça amène à quelques mises à jour du classement élite relève au niveau provincial. C'est-à-dire que si, par exemple, un athlète qui était dans le passé élite réussit à monter au niveau excellence, ça vient libérer une place et ça peut créer un jeu de domino où un athlète relève passe à élite, l'athlète élite passe à excellence, puis un athlète qui n'était pas identifié prend la place de l'athlète relève, par exemple. Donc, c'est ce qui fait qu'au 1er novembre, il y a une mise à jour qui est moins majeure que celle du 1er septembre, mais qui permet de faire quelques ajustements. Et ça permet aussi, lors de cette mise à jour du 1er novembre, de prendre en considération s'il y aurait eu des performances réalisées lors des mois de septembre et d'octobre pour si les athlètes réalisent un niveau de performance et répondent aux conditions d'admissibilité. Les athlètes peuvent être ajoutés lors de cette mise à jour du 1er novembre. Traditionnellement, ça arrive dans certaines épreuves de course sur route comme le marathon, où il y a plusieurs compétitions à l'automne, alors que pour ce qui est des épreuves d'athlétisme sur piste, traditionnellement, après le fin août, c'est plus rare. Donc, j'ai placé le lien pour ce qui est des performances élite et relève qui vous permet de valider quelles sont les normes admissibles cette année. Le PDF vous sera le PowerPoint vous sera envoyé par la suite et vous pourrez y avoir accès, mais on va quand même rapidement aller voir à quoi ressemblent les performances. Donc, c'est un tableau où là, par exemple, vous avez devant vous les performances en élite chez les femmes pour l'ensemble des épreuves, l'ensemble des groupes d'âge à partir de 24 ans et moins jusqu'à 35 ans et plus. Il y a une performance cible à atteindre pour pouvoir être marquer des points de performance et éventuellement être admissible à une identification. On va voir dans les prochaines minutes l'ensemble des subtilités en lien avec les conditions que vous devez remplir, en quoi les normes de performance ont un impact, mais en quoi aussi il y a d'autres points de bonification que vous pouvez aller chercher puis être départagés. Donc, le calcul du pointage de l'athlète. Donc, le premier élément important, c'est vraiment les points de performance. Donc, le tableau avec les standards, les normes de performance pour chaque épreuve, pour chaque groupe d'âge. On vient comparer votre résultat que vous avez atteint durant la période d'admissibilité par rapport à la norme. Et plus vous surpassez la norme, plus vous venez marquer des points, plus vous venez augmenter vos chances d'avoir un pointage élevé qui vous permettra d'aspirer à une identification. Donc, c'est l'écart entre la norme et la performance réalisée qui vous donne un pointage en points World Athletics, ce qu'on appelait anciennement les tables de IAF. Donc, on va regarder un exemple tout à l'heure, mais on compare votre résultat avec
la performance à atteindre pour décider le nombre de points que vous marquez. En plus des points de performance, il y a les points de progression. Si l'athlète réalise son record personnel durant la saison en plein air 2023, l'athlète marque 15 points. Si l'athlète légalise, c'est possible dans certaines épreuves qu'on ait exactement la même performance, donc à ce moment-là, c'est 10 points. Si l'athlète a réalisé son record personnel lors de la saison en plein air précédente, donc en 2022, c'est 5 points. Et si le record personnel dans l'épreuve où on aspire à être identifié a été réalisé avant 2022, donc en 2021 ou avant, malheureusement, il n'y a pas de points de progression qui sont alloués. Il y a également des points de classement aux championnats nationaux. Donc, si vous parvenez à vous classer dans les 8 premiers en senior pour l'identification élite, dans les 3 premiers en junior pour l'identification élite, ainsi que dans les 8 premiers, que ce soit junior ou senior, pour ce qui est de l'identification relève, vous venez marquer des points supplémentaires qui vous permettent d'accumuler un pointage qui va augmenter vos chances d'être identifié. Et il y a également des points de bonification de groupe d'épreuves. C'est une mesure qui est en place pour favoriser la représentation la plus équitable possible de l'ensemble des groupes d'épreuves à l'identification. On sait que dans les dernières années, il y a eu plusieurs athlètes qui ont atteint un niveau de performance élevé ou relativement élevé dans les épreuves de sprint et d'endurance. Un bassin un petit peu moins élevé dans les épreuves de saut et de lancer. Donc, cette mesure-là vient assurer une certaine équité et s'assurer qu'on a des athlètes de tous les groupes d'épreuves qui peuvent être identifiés. Toujours en gardant en tête que si on peut avoir 126 places d'identification, c'est entre autres parce qu'il y a plusieurs épreuves de l'athlétisme. Donc, c'est pour respecter l'esprit que ce nombre de places-là relativement élevé est possible parce que notre sport, l'athlétisme, comprend plusieurs sports en un, plusieurs groupes d'épreuves. Donc, on s'assure qu'ils soient tous représentés sur le programme d'identification. Donc, le pointage final, c'est la performance, suivi des points de bonification de progression, les points de bonification de nationaux et les points de bonification de groupe d'épreuves. Tout ça donne un pointage, un chiffre, et c'est ce chiffre-là que plus il est élevé, plus vous pouvez aspirer à une identification, dans le sens qu'on va venir comparer l'ensemble des athlètes qui ont un pointage positif. Le chiffre, lorsqu'on additionne la performance, la progression, les résultats aux nationaux et le groupe d'épreuves, donne un chiffre positif. Et les 27 athlètes qui ont un chiffre le plus élevé en élite, autant chez les femmes que chez les hommes, et les 36 athlètes qui ont le chiffre le plus élevé en relève, autant chez les femmes que chez les hommes, sont ceux qui seront sélectionnés dans la mesure où ils sont admissibles, évidemment. On continue. Point de performance. Donc, pour bien comprendre la façon dont ça fonctionne, donc, si on a un athlète de 24 ans spécialisé au 100 mètres, dans son groupe d'âge, la norme de performance sur le tableau que je vous ai présenté tout à l'heure est de 10,57, ce qui a une valeur de 1018 points World Athletics. Si l'athlète réalise une performance de 10,40, ce qui vaut 1072 points, eh bien, on vient calculer 10,72, on soustrait 10,18, on obtient 54 points, donc l'athlète marque 54 points de performance. L'exemple B, où une athlète se serait rapprochée de la norme sans l'atteindre, donc une spécialiste de 5000 mètres, 26 ans chez les femmes, si l'athlète atteint un résultat de 16 minutes 25, mais le standard de la norme de performance de son groupe d'âge est de 16 minutes 22, donc quelques secondes plus rapide. Le standard a une valeur de 1009 points. La performance atteinte par l'athlète a une valeur de 1004 points. Donc, on soustrait, on arrive à un pointage négatif des points de performance de moins 5 points. Mais si en venant cumuler les bonifications qui sont ajoutées, l'athlète a un pointage positif au total, il sera dans le pool d'athlètes, dans le bassin qu'on considérera, même si le pointage de performance est négatif. Donc, on voulait vous illustrer que ce n'est pas absolument nécessaire d'atteindre la norme pour être considéré. Évidemment, ça va dépendre de combien d'athlètes atteignent la norme, combien d'athlètes marquent un pointage positif. Mais c'est possible qu'il y ait des athlètes qui soient sélectionnés dans les 27 élites, dans les 36 relèves, même si la norme de performance n'a pas été atteinte, mais qu'on s'en est rapproché. Ça veut dire qu'on aura un pointage négatif en performance, mais qu'on pourra avoir un pointage total cumulant les bonifications qui, lui, est positif. Donc, les points de progression. Les points de progression, c'est uniquement utilisé pour l'identification élite. Donc, pour l'identification relève, ça ne vient pas être en compte, ce n'est pas comptabilisé. Donc, comme j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, 15 points si l'athlète améliore son record personnel pendant la période d'admissibilité de cette année, commencée le 1er novembre 2022 jusqu'au 31 octobre 2023, puisqu'il y aura une mise à jour, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le 1er novembre suite à l'allocation des brevets nationaux.
10 points si l'athlète égale exactement au centimètre ou à la centième près son record durant la même période. 5 points si le record personnel de l'athlète a été enregistré entre le 1er novembre 2021 et le 31 octobre 2022, donc dans l'année précédente, sans l'avoir égalé ou amélioré en 2023. Et aucun point si le record personnel date d'avant le 1er novembre. Donc, on veut, de par cette mesure-là, encourager les athlètes qui progressent, qui démontrent qu'ils s'améliorent d'année en année. Championnats nationaux, donc pour le classement élite, les champions nationaux ont 25 points bonus en senior et il y a une déclinaison des points de 25 à 20 à 15 progressivement jusqu'à 4 points pour un athlète qui atteindrait une 8e place. Donc, les 8 premières places en senior pour le classement élite marquent des points bonus, alors qu'en junior, pour le classement élite, c'est les 3 premiers qui marquent respectivement 12, 8 et 4 points. Au classement relève, on peut aller chercher des points de bonification autant en compétitionnant junior que senior. Et de la même façon qu'en élite, il y a une gradation de 25 points pour un champion jusqu'à 4 points pour une 8e place avec 25, 20, 15, 12 et ainsi de suite. Pointage de bonification par groupe d'épreuves, c'est la mesure que j'expliquais tout à l'heure qui indique que pour avoir une représentation la plus équitable possible, donc, il y a 4 regroupements de groupes d'épreuves. L'ensemble des épreuves des sprints et S, c'est une catégorie. Demi-fond et fond, c'est une autre catégorie. Les épreuves de saut est une 3e catégorie. Et les épreuves de lancer, auxquelles on ajoute les épreuves de marche et les épreuves combinées, représentent un 4e regroupement. Donc, pour le classement élite, les 5 premiers de chaque regroupement d'épreuves, on exclut les athlètes excellence, verront leur pointage bonifié de 25 points, alors que pour les athlètes relève, les 7 premiers de chaque regroupement verront leur pointage bonifié de 25 points. C'est ce qui va faire qu'on va favoriser le fait qu'il y ait des représentants de l'ensemble des 4 regroupements qui aspireront à une identification. Donc, exemple d'un calcul de pointage, je reprends l'athlète de 24 ans qui a réalisé une performance de 10-40. Donc, de par l'écart entre sa performance et la norme, il marque 54 points de performance. Si ce même athlète fictif-là termine 7e au championnat national senior, il permet d'accumuler 6 points de par sa performance aux nationaux. S'il réalise un record personnel durant la saison estivale 2023, il marque 15 points. Et si ce pointage lui permet d'être dans les 5 meilleurs athlètes de sprint TE masculin aspirant à une identification élite, il vient marquer la bonification de 25 points, ce qui fait que son pointage final sera de 100 points. 54 de performance, plus 6 de championnats nationaux, plus 15 de records personnels, plus 25 de bonification de groupe d'épreuves. Et lorsqu'on va calculer l'ensemble des athlètes qui ont un pointage positif, comme par exemple cet athlète fictif avec 100 points, ben, ce seront les 27 athlètes hommes avec le plus haut pointage qui seront identifiés. Même chose chez les dames et 36 premières relèves chez les dames, 36 premiers relèves chez les garçons qui seront identifiés aussi. Donc, c'est vraiment le nombre de points en cumulant les 4 composantes, que ce soit performance nationaux, record personnel et points de groupe d'épreuve qui vont nous permettre de départager les athlètes. Deuxième exemple d'athlète fictif, l'athlète spécialiste de 5000 mètres qui, comme on l'a mentionné tout à l'heure dans l'exemple fictif, avait une performance légèrement moins élevée que la norme de son groupe d'âge, donc moins 5 points en termes de performance. Mais si cet athlète fictif, par exemple, termine 5e aux nationaux seniors, elle marque 10 points. Si son record personnel a été réalisé à l'été 2022, elle marque 5 points. Si elle n'est pas dans les 5 premières femmes en termes endurance, elle ne marque pas de points de groupe d'épreuve. Et lorsqu'on calcule son pointage, moins 5 points de performance, plus les 10 points aux championnats nationaux, plus les 5 points de progression, ce qui fait que l'athlète termine avec un pointage de 10 points. Et l'ensemble des athlètes qui auront un pointage cumulé positif, donc de 0 et plus, seront dans le bassin d'admissibilité. Comme je me répète, même si la performance de cette athlète fictive est de moins 5 points, l'ensemble de son pointage totalise 10 points, donc elle serait dans les athlètes admissibles. Encore faut-il qu'elle soit dans les athlètes qui ont les 27 athlètes qui ont le pointage le plus élevé pour faire, entre guillemets, la coupure, être sélectionnée lors de la mise à jour du 1er septembre.
Donc, le rangement prioritaire, on vient comparer les pointages de l'ensemble des athlètes admissibles ayant un pointage positif pour départage. Et comme j'expliquais, on sélectionne 27 athlètes en élite chez les femmes, chez les hommes, 36 athlètes en relève chez les femmes, chez les hommes. Si jamais il arrivait une situation où moins de 27 athlètes en élite et moins de 37 athlètes en relève par sexe ont un pointage positif, on viendrait effectuer un repêchage avec les athlètes qui ont le meilleur pointage négatif. Donc, si par exemple, il y a 34 places relève chez les dames qui sont comblées, il y en a 2 qui sont vacantes, on va prendre l'athlète qui a le meilleur score négatif, qui par exemple pourrait avoir moins 1 point, par la suite moins 3, moins 4, moins 5. Donc, au besoin, il y aura un repêchage qui sera fait avec les athlètes qui ont un pointage négatif. Circonstances exceptionnelles. Donc, si jamais, pour ce qui est de l'exigence de participer au championnat canadien, un athlète a une blessure ou une situation exceptionnelle qui ne permet pas de participer, évidemment, on peut faire preuve de compréhension, conciliance. L'athlète, dès que possible, donc au moins dans les 72 heures avant, mais plus tôt, vous le savez, mieux c'est, doit m'aviser de par mon rôle d'entraîneur-chef provincial et un suivi sera fait avec la commission technique provinciale, à savoir si la raison est jugée justifiable pour s'absenter. Même chose, la commission technique provinciale, sur approbation de l'entraîneur-chef des équipes du Québec, se réserve le droit de sélectionner un athlète pour une identification au niveau élite ou relève en vertu de circonstances exceptionnelles. Donc, s'il arrive quelque chose de particulier qui n'avait pas été prévu au niveau des règles, la commission technique provinciale et moi-même, de par mon poste d'entraîneur-chef, pouvons exceptionnellement considérer une demande, mais il s'agit réellement de situations exceptionnelles. Puis dans les dernières années, c'est rare qu'on ait utilisé cette clause, mais on la prévoit de façon à ce que, si jamais il arrive une situation qu'on n'avait pas prévue, la commission technique et le bureau de la Fédé ont ce pouvoir-là. Donc, ça fait le tour pour ce qui est du contenu théorique que j'avais à vous livrer. D'une part, on va prendre des questions dans les prochaines minutes, mais également, si vous avez des questions qui viennent plus tard ou si vous préférez les poser par courriel, ça va me faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure que je les recevrai. Donc, s'il y en a qui veulent soit lever la main, écrire des questions, prendre la parole, ce sera le bon moment. Si jamais il n'y a pas de questions, c'est ce qui va terminer la rencontre d'aujourd'hui. Au besoin, si vous préférez les poser en petits groupes ou individuellement, je demeure disponible aussi. J'ai une question. Est-ce que je peux y aller? Oui, Verbalement? vous pouvez y aller. Juste peut-être se nommer puis poser la question. Oui, Nicolas Marion. Euh, à titre indicatif, juste pour donner une idée, la dernière personne relève puis la dernière personne élite, c'est quoi le pointage qu'il y avait cette année? Ça va sûrement changer d'une année, mais ça peut Oui, donner une idée. c'est sûr que d'une année à l'autre, ça peut changer. Mais pour vous mettre en contexte, l'an dernier, dans la catégorie relève chez les femmes, il avait fallu aller au repêchage pour quelques athlètes. Donc, il y avait un peu moins de 36 athlètes qui étaient admissibles. Chez les hommes, on en avait 38 alors que 37 pardon, sur 36 places. Donc, le nombre d'athlètes qui atteignaient un pointage qui les rendait admissibles, ça ressemble beaucoup au nombre de places qu'il y a de disponibles. C'est sûr maintenant que les normes ont été actualisées avec les statistiques mondiales des dernières années. Donc, il faut faire attention dans cet exercice-là que ce ne sera pas nécessairement un copier-coller, mais c'est sûr que quelqu'un qui marque un pointage positif est relativement en bonne position, mais c'est difficile de venir estimer le niveau de performance exact et qu'est-ce que ça va prendre. Mais marquer un pointage positif, à la base, on est en bonne position. Puis plus on marque des points, plus on surpasse les normes, plus on augmente nos chances. J'espère que ça aide un petit peu, mais je veux demeurer prudent, là, sachant que ça peut bouger d'une année à l'autre, puis que les normes de performance ont bougé également. OK, merci. Ça aide. Donc, je vais lire quelques questions qui ont été écrites à l'écrit. Donc, pour être certaine, il n'y aura aucun point de boni pour un athlète qui participe à 2 compétitions du circuit. Non, donc pour ce qui est de la bonification, contrairement à l'an dernier, les points de bonification, si l'athlète participait aux nationaux
junior, par exemple, en relève à Langley, marquait des points supplémentaires à quelqu'un qui participait à 2 rencontres du circuit national. Donc, cette année, cette clause-là a été enlevée. Donc, l'athlète qui participe à 2 rencontres du circuit national part avec le même point d'avantage, entre guillemets, qu'un athlète qui préfère aller aux championnats nationaux junior à Langley. Par contre, l'athlète qui sera en Langley a la possibilité de marquer des points s'il termine dans les 8 premiers juniors ou seniors pour relève, dans les 8 premiers élites pour ce qui est du volet senior et 3 premiers juniors pour ce qui est du volet élite. Donc, j'espère que c'est clair, mais l'athlète qui participe à 2 compétitions du circuit national n'est pas, entre guillemets, pénalisé par rapport à l'athlète qui préfère participer aux championnats nationaux à Langley, à l'exception qu'à Langley, on s'ouvre la porte de marquer des points de bonification supplémentaires. On a une deuxième question qui vient de Caroline. Est-ce qu'on peut être identifié élite au demi-marathon si on participe au championnat canadien sur piste de 10 000 mètres sans participer au championnat canadien de demi-marathon? Oui, tout à fait. Donc, pour ce qui est de demi-marathon et marathon, les athlètes qui sont identifiés, ils ont le choix de participer à un championnat sur route de demi ou de marathon, ou encore au championnat sur piste de Langley, où l'épreuve la plus longue est le 5 000, ou à l'événement spécifique de 10 000 mètres. Toutes ces options-là sont valides. Mais parfait. Donc, c'est ce qui répond aux questions de Dany et de Caroline. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole pour poser une question ou encore l'écrire dans le chat, c'est le bon moment. Peut-être profiter de l'occasion pour vous dire que comme c'était le cas lors des dernières années, il va y avoir un, entre guillemets, tracking des performances. Donc, à partir de la mi, voire la fin avril, les athlètes qui ont surpassé les normes, on va comptabiliser dans la section statistique de la Fédération québécoise d'athlétisme les pointages marqués d'admissibilité des athlètes. Donc, ce sera possible de jeter un coup d'œil puis d'avoir une mise à jour périodique des athlètes qui sont dans le pool d'admissibilité, qui ont atteint la norme ou qui ont à tout le moins un pointage positif en temps réel, mis à jour quelquefois pendant la saison estivale, en débutant quelque part au mois d'avril, quand il y aura un nombre significatif de compétitions qui auront été faites. Le dernier appel, s'il y en a qui ont des questions, sinon ça va clore la rencontre d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été présent. Si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas à me les poser. Je vous souhaite une belle soirée, puis bon succès dans la saison en plein air d'athlétisme qui va débuter dans les prochaines semaines.